Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints pour notre quatrième rencontre interprofessionnelle de l'éco-navigation, donc sur les relais enjeux de l'éco-navigation, avec un focus sur le rôle important des ports de plaisance et des mouillages comme relais de l'éco-navigation. On a une petite slide pour vous présenter, juste très visuellement, l'équipe d'organisation, de ces rencontres, donc qui est organisée en partenariat avec, l'association Innovation Bleue, l'association Econav, avec l'appui, donc de Rachel Moreau, One Step Ahead, les universités de Montpellier, l'université de Bretagne Sud et l'Office français de la biodiversité. Donc on va démarrer, d'abord par des petites recommandations, purement techniques. Donc on va demander, à tous les participants de couper, leur webcam, donc s'il vous plaît. On vous demandera par contre de l'ouvrir quand vous serez intervenant ou, lors des échanges lorsque vous souhaiterez, prendre la parole. Comme ça simplifiera, pour tout le monde, la gestion des intervenants. On va vous demander aussi de couper votre micro, sauf lorsque vous intervenez ou lorsque vous avez une question. Et tout le long des présentations, on vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions. À la fin de chaque session, on reprendra les différentes questions qui auront été posées dans le chat et on prendra également des questions, orales pour ceux qui n'auraient pas posé leurs questions dans le chat ou pour approfondir les questions, si jamais il y avait besoin. Donc voilà pour les recommandations techniques. Je vous propose de passer sur, à la session, introductive, de notre journée, avec donc 4 intervenants, qui vont se succéder. Donc, Michel Pelletier qui est délégué maire, rattaché à la direction générale de l'Office français de la biodiversité, qui va introduire, ces journées. Puis, Michaël Kernez, qui est président de la Fédération française des ports de plaisance, président de l'Association des ports de plaisance de Bretagne et vice-président, de la région Bretagne, qui fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Puis ensuite, nous donnerons la parole, pour un mot d'accueil aux 2 universités qui auraient dû, nous recevoir en présentiel aujourd'hui, mais la situation actuelle fait que, voilà, nous avons dû nous rabattre sur la visioconférence. Mais, merci aux 2 universités pour, tout l'appui, à l'organisation. Donc on aura Christophe Ballet qui est enseignant-chercheur et chargé de mission nautisme et course au large à l'université, de Bretagne Sud et nous terminerons la session introductive par un mot d'accueil de Lionel Torres, directeur de Polytech à l'université de Montpellier. Donc je donne la parole à Michel Pelletier pour, l'introduction de ces journées. Merci beaucoup Stéphanie, j'espère que vous m'entendez bien. Et c'est bon, ça marche. Bon, bah Très écoutez, bien. je vous salue toutes et tous. J'ai l'impression qu'on est nombreux. Je ne vois pas le chiffre, mais tout à l'heure je voyais une cinquantaine. Et donc je suis très très heureux d'être parmi vous en début de ces journées, de ces rencontres. Qui me semblent qui apparaissent particulièrement intéressantes, hein, puisque cette année, on a décidé de retenir le thème des ports et des zones de mouillage et de leur contribution donc, dans l'éco-navigation. C'est peut-être comme ça qu'il faut le dire. Bon, malheureusement, évidemment, on n'est pas en présentiel, on peut pas profiter pleinement du terme rencontre. C'est une rencontre un peu par ordinateur interposé. Donc, bon, mais je suis sûr quand même elles seront très riches. C'est la quatrième rencontre, hein, puisque ça fait maintenant quatre fois que on se retrouve. Voilà, la première fois, c'était en 2018 à Nantes sur la thématique des vedettes à passagers, des actions de sensibilisation. Permettre finalement de sensibiliser au travers, via des tourismes nautiques. Puis en 2019 à Vannes, sur déjà le sujet des mouillages, mais plus pris dans le sens des mouillages écologiques. Et puis en 2021, il y a dû y avoir une suspension Covid, j'imagine. En 2021, on s'est réunis autour du thème de l'innovation. Et puis, bon, cette année, les ports. Et merci, Président, d'être parmi nous pour nous apporter votre éclairage. Je suis frappé vraiment, et bravo, hein, aux organisateurs par la richesse du programme, et c'est très alléchant. Peut-être redire que ces journées, c'est surtout pour
croiser des regards, hein, croiser nos regards et essayer de faire avancer le sujet. Nous sommes autour de la table gestionnaires d'aires marines, il y a des professionnels du nautisme, bien entendu, et de la plaisance, des collectivités, le président, le vice-président de la région Bretagne, d'autres élus, la Fédération des industries, des usagers et des industries liées au nautisme, des associations de protection de l'environnement, bien sûr, des représentants de services de l'État, des entreprises, des scientifiques. Enfin, le panel est très complet, ce qui nous permettra justement de garantir la richesse de nos échanges. Peut-être dire aussi que ces rencontres s'inscrivent, mais vous le savez, hein, dans un programme Éco-Naviguer, hein, qui a été lancé par l'Agence des aires marines protégées, puis l'Agence française de la biodiversité maintenant, qui est portée par l'Office français de la biodiversité. Hein, ce programme Éco-Naviguer dans une aire marine protégée, il est mené depuis 10 ans avec un partenariat très important, et je remercie vraiment les deux associations qui nous accompagnent, Econav et Innovation Bleue, dont a parlé tout à l'heure Stéphanie. On est d'ailleurs en train de réfléchir avec ces associations, et en particulier à élargir un peu le périmètre, hein, pour que finalement l'éco-navigation ne soit pas qu'un sujet dans les aires marines protégées, mais concerne finalement l'ensemble évidemment de nos espaces marins. Cette année, sur les ports, moi je salue vraiment la présence de la FIN, la Confédération du nautisme, bien sûr, la FPP, l'école de voile, la nationale de voile et des sports nautiques, qui sont vraiment des partenaires clés pour nous, et surtout des partenaires clés de l'éco-navigation. Je pense qu'on va pouvoir échanger sur peut-être une thématique de diffusion des pratiques, hein, en faveur d'une plaisance et d'une navigation responsable. Quel est le rôle du port? Je pense qu'il est essentiel, central, hein, dans cette information finalement vers les... Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a eu un petit bug, oui, c'est bon. Il y a eu un petit bug, ouais. Je parlais d'essayer d'avoir des pratiques moins gourmandes en énergie, hein, évidemment, et puis en énergie décarbonée, bien entendu. Et puis, évidemment, tous les impacts que peuvent avoir les ports en termes d'artificialisation. Évidemment, c'est une préoccupation de tous les aménageurs d'aujourd'hui. Bien sûr, je suis très heureux d'accueillir Michael Kernez, hein, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui a pris les rênes de la Fédération nationale, et bien sûr, tout en ayant la connaissance du terrain, et en particulier des ports de plaisance de la région Bretagne. Peut-être un mot sur l'Office, très rapidement. Office français de la biodiversité, pourquoi finalement on s'intéresse au sujet. Vous dire qu'on a finalisé, là, c'est vraiment tout chaud, une stratégie mer et littoral. C'est normal parce que ça fait 3 ans que maintenant l'Office a été créé, hein, puisqu'il a été lancé le 1er janvier 2020. Et le directeur général m'avait demandé de travailler avec les équipes sur une stratégie. De cette stratégie, on identifie finalement 3 grands enjeux, enfin 3 grands objectifs finalement à l'horizon 2030. Le premier, c'est contribuer, quelle contribution finalement l'Office à la réduction des pressions qui portent sur la biodiversité marine. On voit que notre journée là aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette thématique, hein, et parmi les facteurs de pression, en tout cas les activités qui peuvent générer des pressions et des impacts sur la biodiversité marine, on a décidé de s'intéresser particulièrement et d'accompagner surtout particulièrement deux grandes activités, hein, qui sont l'activité de pêche, que ce soit professionnel ou de loisirs, qui peut nous intéresser aussi, et puis toutes les activités liées au tourisme littoral, hein. Donc évidemment, on rentre bien dans ce cadre. On va peut-être inscrire ces journées, Stéphanie, comme l'une des premières actions de notre stratégie. Voilà. Et puis un autre axe qui concerne la mobilisation des citoyens, hein, si on veut changer évidemment les choses, et trouver une harmonie avec la nature, il faut évidemment que le citoyen soit impliqué, complètement impliqué, voire même acteur, hein, de cette transformation. Et puis peut-être un troisième axe qui est peut-être plus naturel pour l'Office, hein, qui est de gérer de façon exemplaire, innovante aussi, les aires marines protégées. Donc vous voyez bien que cette journée autour des ports, autour de l'éco-navigation, elle rentre parfaitement bien dans notre nouvelle stratégie, et on s'en réjouit.
la plaisance et plus largement les sports de loisirs et puis les activités récréatives en mer, évidemment, sont en interaction avec la biodiversité marine, hein, ça vous le savez très bien. Moi, j'ai envie de dire que, bon, il faut peut-être souligner effectivement les impacts, les pressions, les problèmes en quelque sorte, mais ce qui est surtout important, je pense, c'est d'insister sur quand même les acteurs du nautisme, hein, les usagers de la mer de manière générale, hein, sont pour moi surtout des ambassadeurs et doivent l'être en tout cas hein, de la protection des milieux marins. S'ils vont sur l'eau, s'ils s'impliquent et s'ils investissent dans cette activité, c'est qu'ils sont fondamentalement amoureux, ou devraient l'être, de la mer, du littoral, et respectueux, bien sûr, ou doivent en tout cas avoir une pratique parfaitement respectueuse de la biodiversité marine. Et donc, on a, nous, cette obligation, entre guillemets, de s'assurer de cela, finalement, et de leur donner un certain nombre d'outils et de clés de compréhension du fonctionnement de la biodiversité marine, hein, qui est toujours un sujet qui peut être technique et très complexe. Vous connaissez un peu on essaie d'utiliser des outils hein, pour ça, pour essayer de toucher finalement l'usager de la mer, ce qui n'est pas toujours évident. Et on a besoin de relais. Du coup, je pense que vous l'évoquerez au cours de la journée, mais je pense que le port de plaisance en tant que tel est un vecteur, un relais essentiel hein, pour cette diffusion de l'information, pour être à côté des usagers, hein, pour leur expliquer un peu comment tout ça fonctionne. On a deux outils que vous connaissez, je ne vais pas m'étendre, et puis je crois que dans la journée, vous y reviendrez, mais on a un site internet qui s'appelle C'est mon spot, hein, qui était au début sur le littoral breton, et qu'on a étendu, ça y est, à la Normandie et puis au Pays de la Loire. Et puis, avec sa page Facebook, et c'est intéressant parce que là, les usagers, c'est assez volontaire, hein, mais quand ils vont sur un spot de surf ou de kite, ils ont un certain nombre d'informations qui leur permettent justement de comprendre l'état de la biodiversité, si c'est l'époque de la nidification des oiseaux, est-ce qu'ils peuvent y rencontrer des mammifères marins, quel comportement adopter, etc. Bon, je vous renvoie à la page web de C'est mon spot. Et puis sinon, on a une application Navenco, hein, qui est développée dans le cadre du programme LIFE Marine Habitat, qui est développé par l'OFB, hein, en partenariat avec de nombreux acteurs, des collectivités territoriales, des gestionnaires de sites Natura 2000. Et ça aussi, là aussi, la Navenco va faire l'objet d'une extension à l'ensemble de la France. Et on s'en réjouit, elle était bretonne, si je ne dis pas de bêtises, Stéphanie. Tout commence en Bretagne, hein, bretonne et guadeloupéenne, il me semble. On avait essayer de regarder ce que ça pouvait se passer. Et puis la plaisance, évidemment, mais c'est pas moi qui suis le mieux placé pour le dire, c'est évidemment une activité économique, socio-économique, hein, des enjeux très forts, hein, avec beaucoup d'entreprises, 5500, beaucoup de salariés de ces entreprises, des chiffres d'affaires importants, des fédérations, et puis des équipements publics. Enfin voilà, et donc là, il y a un vrai enjeu, évidemment, pour l'OFB, dans la mesure du possible, bien sûr, d'accompagner ces acteurs de cette activité importante pour nos littoraux. Voilà, on a un programme éco-navigué, j'y reviens rapidement, mais il a été développé dans une AMP, il a été développé entre 2013 et 2020. Maintenant, il concerne l'ensemble des aires protégées. Donc, au début, on a cherché à un peu mobiliser les gestionnaires hein, pour leur dire attention, vous avez des activités récréatives de plaisance nautique dans votre aire marine protégée. Il faut que vous essayiez évidemment de connaître, caractériser cette activité, puis d'essayer de commencer à gérer, entre guillemets, votre espace en testant des dispositifs techniques, par exemple, pour essayer toujours dans la perspective de limiter les impacts, de limiter les pressions, et puis d'essayer de trouver un équilibre hein, entre des bonnes interactions entre la pratique et évidemment la protection de la biodiversité. Des travaux ont été faits, je crois, sur les anti-fouling, hein, sur la partie pollution, qui n'est pas négligeable du tout. Il faut en tout cas très attention parce que l'état sanitaire des écosystèmes marins dépend largement de la qualité de l'eau, hein, évidemment. Et puis, bien essayer de
comme je le disais tout à l'heure, d'essayer de faire passer de messages, faire passer pour que les usagers appréhendent un peu mieux les enjeux écologiques. Voilà, et puis je crois que maintenant, sous l'impulsion d'Innovation Bleue, de Rachel, coordinatrice du programme, le réseau s'étoffe, se construit, tisse aussi de nouveaux liens, et précisément au-delà de ces simples aires marines protégées. Simple, c'est quand même en surface, ça représente quand même des espaces importants, mais essayer d'aller au-delà et de toucher l'ensemble finalement de la communauté du nautisme, avec différents outils, une lettre d'information, un compte, une page sur le compte LinkedIn, éconaviguer, un site web, je crois, ressources aussi dédié à l'éconavigation. Je suppose que Rachel nous présentera tout ça au cours de la journée. Je terminerai par essayer de... C'est Stéphanie qui m'a préparé ça et j'en remercie beaucoup, mais essayer de caractériser un peu ce qu'est un port de plaisance, ou un port de manière générale, mais je crois que c'est surtout un trait d'union entre la terre et la mer. C'est ce qui caractérise, parmi d'autres éléments, mais l'interface terre-mer. Donc c'est souvent un espace qui est un peu négligé finalement. On parle beaucoup des sujets terrestres, on parle un peu moins des sujets marins, et cette interface, souvent, c'est un peu le parent pauvre de nos politiques publiques. Donc il faut sans doute s'y intéresser plus, et vraiment je suis... très heureux en lien avec l'Association des ports de plaisance de Bretagne et l'association et la Fédération nationale de proposer aujourd'hui cette rencontre. Souvent, les ports, en tout cas, un certain nombre de ports sont eux-mêmes dans des aires marines protégées ou des espaces protégés, et donc il y a déjà des liens forts, en tout cas. Par exemple par le parc naturel marin d'Iroise, qui a développé un certain nombre d'outils, je pense qu'ils seront aussi présentés aujourd'hui, pour essayer d'accompagner les ports de plaisance dans leur transition écologique, un mot un peu galvaudé, mais enfin qui a son sens, d'essayer de faire en sorte de réduire encore une fois tous les impacts. Voilà, je remercie vraiment très chaleureusement tous les participants, tous ceux grâce auxquels cette journée est possible, nos partenaires scientifiques, bien entendu, les deux universités de Bretagne Sud et de Montpellier, et puis bien entendu nos partenaires, et en particulier la Fédération des ports de plaisance, et je laisse la parole à Michael Kernez pour son mot d'introduction. Merci à tous et très très bonne journée. Bonjour à vous, j'espère que vous m'entendez correctement. Très bien. Parfait, merci. Tout d'abord, merci de cette invitation. Désolé comme nous toutes et nous tous de ne pas être ensemble à Lorient. Pour moi, ça aurait été un court déplacement. J'aurais franchi uniquement la Laïta, qui est une très belle rivière, et la richesse en est bien connue. Mais malheureusement, les conditions ne nous permettent pas cela. Merci donc de cette invitation, merci de ce mot de Michel Pelletier pour situer, je dirais, les enjeux de la journée que vous organisez. Il se trouve qu'effectivement, je suis depuis un peu plus d'1 an maintenant le président de la Fédération française des ports de plaisance, donc j'interviendrai avec humilité, évidemment, parce que je n'ai pas encore acquis l'expérience peut-être nécessaire et surtout la vision globale qui aurait été utile, une approche très nationale de nos enjeux. Mais il se trouve que je suis président de l'Association des ports de plaisance de Bretagne déjà depuis de très nombreuses années, et que j'ai la responsabilité au Conseil régional de Bretagne, responsabilité que j'avais par ailleurs au Conseil départemental du Finistère il y a encore quelques années, la responsabilité des enjeux de pêche, de port, de navigation, de plaisance. Donc j'espère que l'intervention sera utile. Et puis, non pas que je sois nostalgique, mais le maire de Quimperlé que je suis a une belle cité portuaire. Bon. Quand je dis cela, ça fait rire les collègues de la PPB. Sans ponton, sans mouillage, ça a été une cité maritime en Fondria qui a connu un développement jusqu'à ce que la ligne ferrée arrive à Quimperlé. Elle nous a emmené Gauguin et les peintres, donc c'est une belle richesse aussi. Mais ça a condamné d'une certaine manière l'activité économique de notre port, et donc aujourd'hui on a en Fondria des éléments qui sont des éléments de patrimoine, mais c'est très important. Et on a la chance, évidemment, et je tiens à saluer les universitaires présents, d'avoir en Bretagne des universitaires qui consacrent beaucoup de leur temps
à cette question du patrimoine maritime et à faire en sorte qu'au cœur de nos cités, on puisse mieux le mettre en valeur et en tout état de cause faire les médiations nécessaires pour que nos citoyens comprennent bien l'enjeu de vivre au cœur de ces cités maritimes. À Quimperlé, bon, on est plutôt assujetti à des inondations, mais hier, on était en vigilance jaune et c'était dû à une surcote maritime. Donc vous voyez, on est en Fondria et donc c'est un lieu évidemment très très important et très très sensible. Très très sensible évidemment. Très très sensible. On est Natura 2000, voilà, on fait ce gros travail-là de reconquête de la qualité de l'eau. Quimperlé, je le dis souvent, hein, c'est l'entreprise Oulia Bigard, mais c'est la cité Oulia Bigard, mais c'est la cité où est né Haut-et-Rivière de Bretagne il y a 50 ans. Donc on voit bien quels sont les enjeux très très importants de la cité qui est aujourd'hui celle où j'ai le plaisir de vivre. Pour ce qui concerne donc les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, bien entendu, on a bien en tête que le nautisme à part entière, j'y intègre évidemment l'activité de plaisance, est une activité historique, qui historiquement a marié d'ailleurs les pratiques de pêche et de voile. Les recherches qui m'ont été faites pour que je puisse introduire ce propos me rappellent que le terme régate était déjà utilisé dès 1680. Donc il y avait certes des pratiques professionnelles, évidemment. Il s'agissait d'aller nourrir les femmes et les hommes, parfois aller à la découverte du monde, mais il y avait aussi une dimension de plaisir et de loisir, évidemment, et donc le terme régate est attesté dès 1680. Le premier club de voile en France a été fondé en 1838 au Havre, donc on voit bien que c'est une pratique qui est quand même très datée, très ancienne. Le Havre est une cité, alors moi qui aime aussi d'autres sports comme le football, c'est là qu'est né quasiment le premier club de France, mais 1838 c'est bien avant, donc cette pratique de loisir est bien attestée, évidemment. 1847 à Brest, donc on voit bien que les femmes et les hommes, j'imagine à l'époque surtout les hommes, avaient la volonté de se retrouver et de pratiquer sur leur bateau professionnel certainement la voile comme un loisir. Aujourd'hui, les choses ont évidemment beaucoup évolué. Aujourd'hui, le nautisme, ce n'est évidemment pas que la voile, et c'est là que c'est important, et j'y reviendrai, d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'ensemble des activités, parce qu'ensuite, on s'intéresse à ces activités, à leur impact sur les milieux, donc il faut les regarder à la fois dans leur globalité, mais à la fois dans leur diversité, bien évidemment. Donc, l'ensemble des activités sportives pratiquées sur l'eau, voilà, pour le concept générique. Aujourd'hui, c'est 10 millions de personnes. Donc c'est massif. C'est massif, ça veut dire que, allez, un Français sur 7, une Française sur 7 pratique ou va sur l'eau. Donc c'est évidemment quelque chose de très très important, toute activité confondue. Quand on dit cela, on a bien en tête du coup qu'on est face à une activité humaine qui porte un défi économique, social et environnemental majeur. Le poids économique de la filière aujourd'hui est mieux connu. C'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas si évident à appréhender il y a encore quelques années, mais la Fédération des industries nautiques, en particulier en partenariat avec un certain nombre de territoires et notamment des régions de France, a pu conduire des observatoires qui nous aident aujourd'hui à mieux connaître ce qu'est le poids économique de cette filière et notamment le poids économique des ports de plaisance. Un port de plaisance, vous l'avez dit, Monsieur Pelletier, c'est pas uniquement un espace aménagé pour pratiquer une activité humaine, qu'elle soit liée à la plaisance de loisirs, qu'elle soit liée à la course au large, qu'elle soit liée aux écoles de voile, aux centres nautiques. En fait, quand je dis qu'il y a 10 millions de praticiens, il y a encore beaucoup plus de Françaises et de Français qui vont sur les ports. Et aujourd'hui, les ports sont des endroits prisés. Vous avez dit qu'ils étaient mal connus. Ils ont été parfois et très longtemps des enclaves, parfois des lieux fermés, parfois des lieux interdits à la population. Prenez les activités de défense. Aller sur l'espace maritime dans une cité comme celle de Brest ou de Lorient, à un moment donné, même si c'est un peu plus ouvert aujourd'hui, vous vous confrontez à des difficultés d'accès.
hein. Donc les ports ont parfois été, je dirais, des lieux un peu interdits à la population, évidemment au regard des activités qui étaient les leurs, et notamment les activités de défense nationale. Mais aujourd'hui, nos ports sont plus ouverts. C'est d'ailleurs un des enjeux des aménagements que les acteurs portuaires, les collectivités territoriales en premier lieu, ont en responsabilité, c'est de mieux aménager évidemment leur espace portuaire. Vous avez dit quelque chose d'essentiel, c'est la notion d'interface ville-port, qui permet de rencontrer en fait l'espace portuaire tel qu'on va l'appréhender, mais aussi la possibilité que la population a de découvrir ce site. Lorsque j'ai créé, moi, il y a quelques années, donc, ce qu'on appelle le syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Cornouailles, donc en Bretagne, hein, en Finistère, à la suite de la loi NOTRe, nous lui avions donné 3 compétences: la pêche, la plaisance et les interfaces ville-port. Parce que convaincu qu'il fallait faire le lien, c'est ce que vous avez dit, hein, M. Pelletier, faire le lien entre l'activité humaine, professionnelle et de loisirs et le territoire, et la cité qui est la cité portuaire. Et la notion d'interface ville-port est essentielle parce que ça recouvre évidemment des problématiques d'aménagement urbain, ça recouvre aujourd'hui évidemment des problématiques très lourdes, hein, risque de submersion marine, recul du trait de côte, des sujets de cette nature, mais ça recouvre aussi la possibilité que nous donnons, dans de bonnes conditions, de venir sur nos ports, où il faut évidemment conserver des activités humaines professionnelles en toute sécurité. Et donc les sujets évidemment de cheminement doux, piétons, la possibilité au vélo de venir, un port ne peut pas être une enclave et ne peut pas être un lieu où évidemment les préoccupations sociétales ne seraient pas prises en compte. Et donc aujourd'hui, la notion d'interface ville-port est une notion évidemment particulièrement importante dans les aménagements que nous devons mettre en œuvre. Les aménagements que nous mettons en œuvre, quand je dis préoccupations sociétales, on penserait assez aisément, évidemment, dans les régions littorales comme les nôtres ou portuaires, au sujet touristique, mais la clé de la réussite, c'est que les ports soient des lieux de convivialité pour les habitants, pour ceux qui vivent ce territoire. Parce qu'il y a des sujets d'acceptabilité. Moi, j'ai de cesse de dire qu'un port doit conserver ses activités économiques. Et d'ailleurs, il y a eu des évolutions majeures. Et selon les façades maritimes, on est quand même dans des situations extrêmement différentes. Vous avez dans des façades maritimes des ports de plaisance qui ont été créés ex nihilo, c'est la mission Racine que tout le monde connaît, hein, avec d'ailleurs les enjeux que cela recouvre aujourd'hui. Il y a quelques mois, je me suis rendu d'ailleurs à l'invitation de l'ANEL pour les journées nationales de l'ANEL. On voit bien qu'il y a des problématiques aujourd'hui qui sont liées à l'aménagement de ces ports ex nihilo dans le cadre de la mission Racine. C'était une mission d'aménagement du territoire qui était extrêmement importante. Vous venez en Bretagne, on est sur des notions un peu différentes de mixité d'usage. En Bretagne, les ports de plaisance, en général, n'ont pas été construits ex nihilo, ça existe, hein, mais sont plutôt des ports de plaisance qui se sont constitués au détour, et malheureusement c'est encore un peu d'actualité, au détour du recul d'autres activités maritimes et professionnelles. Évidemment l'activité de la pêche, des sujets liés à la réparation et construction navale. Et donc aujourd'hui, la richesse de nos ports, c'est évidemment cette mixité. Ce qui en fait d'ailleurs la richesse économique, parce que quand vous êtes dans une situation où vous avez des activités économiques qui peuvent être en difficulté, comme la pêche en ce moment, au détour du Brexit, du plan de sortie de flotte et autres, comment d'autres activités économiques peuvent prendre des relais de croissance et évidemment que appréhender aujourd'hui la réalité des ports de plaisance, c'est aussi cela, en ayant bien en tête tout de même, pour avoir mené des études extrêmement précises, par exemple à Concarneau, qu'il n'y a aucune comparaison possible entre les activités économiques liées à la réparation et construction navale, liées à la pêche et à la plaisance. La plaisance, c'est une belle filière, mais qui ne recouvre pas, je dirais, le poids économique des autres activités humaines. Et ça pose évidemment des enjeux d'aménagement portuaire qui sont très importants et de savoir quels sont les investissements que nous sommes prêts à consentir en matière de plaisance pour pouvoir faire ces relais de croissance importants. Donc l'acceptabilité, évidemment, par la population, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour qu'il y ait une acceptabilité par la population au regard des enjeux sociétaux qui sont aujourd'hui les nôtres, les enjeux sociétaux,
liées évidemment aux problématiques environnementales, la prise de conscience liée aux enjeux climatiques, évidemment, de transition écologique et énergétique. Et vous l'avez dit, Monsieur Pelletier, évidemment qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui de développement acceptable de nos places portuaires sans une prise en compte évidente et approfondie des enjeux environnementaux. Et vous avez cité le principal enjeu environnemental, évidemment, au-delà de la problématique de transition écologique et énergétique, c'est le sujet de la qualité de l'eau, évidemment. Et le sujet de la qualité de l'eau, c'est quelque chose qui, évidemment, préoccupe beaucoup les acteurs que nous sommes. Les acteurs que nous sommes qui doivent prendre en compte parfois des logiques d'aménagement du territoire qui sont des logiques d'aménagement du territoire qui vont bien au-delà de la place portuaire, évidemment, et qui recouvrent souvent des logiques de bassin versant. Et donc, les problématiques, évidemment, de reconquête de la qualité de l'eau ou de préservation de la qualité de l'eau sont des enjeux territoriaux et ne peuvent pas s'appréhender à la seule échelle unique d'un port. Évidemment, tout cela se regarde à l'échelle des bassins versants et donc cela se regarde à l'aune des politiques publiques que nous avons quand il s'agit de regarder ce qu'on appelle les schémas d'aménagement de gestion des eaux, les EPTB, les clés, enfin, j'en passe avec les acronymes, mais aujourd'hui, les responsables des ports, donc les élus qui ont des décisions à prendre, les gestionnaires portuaires, doivent avoir bien en tête qu'en général, leur port est une partie d'un territoire. Et donc, il faut travailler avec l'ensemble de l'activité humaine et la chaîne humaine, et notamment pour la question de l'eau. Donc, la question que nous posons aujourd'hui, c'est, si je peux me permettre de la reformuler un petit peu, c'est comment mieux accueillir les activités nautiques et de plaisance, notamment au travers des infrastructures portuaires et de mouillage, afin de garantir la préservation du milieu naturel. Évidemment qu'il ne s'agit pas, en tous les cas, nous ne l'appréhendons pas ainsi, de dire à l'homme qu'il devrait quitter le milieu marin. Bon, ça n'aurait pas de sens, nous en avons besoin tout simplement pour nous nourrir, nous en avons tout simplement besoin pour le supplément d'âme, qui est l'activité de loisir. Donc, il ne s'agit pas de dire à l'homme, quelles que soient les mesures de protection mises en œuvre, qu'il devrait quitter ces lieux. Je crois que c'est très important parce que aujourd'hui, malheureusement, dans les discussions qui peuvent parfois être les nôtres, mais ce n'est pas comme cela que vous avez appréhendé évidemment le sujet, la crainte des femmes et des hommes qui vivent de la mer ou qui pratiquent la mer, qui est un espace de liberté, c'est évidemment de faire des zones de protection, quelle que soit la nature de la protection, des sanctuaires où l'homme n'aurait plus sa place. Évidemment que si on appréhende la problématique en ces termes, on va à la confrontation des points de vue, on va à la confrontation parfois un peu nourrie, au-delà des idées, et donc il faut faire très attention à cela, et évidemment que ce sont des sujets qui sont très d'actualité, très d'actualité. Prenez, je ne vais pas rentrer dans le débat du jour, mais prenez la décision très récente, il y a 48 heures du Conseil d'État, sur la possibilité de l'activité humaine de se déployer dans un certain nombre de zones, au détour évidemment de préoccupations sociétales et de protection de la biodiversité marine et des dauphins. Évidemment que ça emporte des discussions et que ça emporte évidemment parfois des discussions un peu lourdes et même des actes un peu durs. Donc il faut faire très attention à cela, bien évidemment. Alors pour ce qui est de la Fédération française des ports de plaisance, quelles sont les actions concrètes que nous pouvons développer pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres. Bon, je crois qu'il faut partir déjà d'un constat qu'aujourd'hui, en termes de développement de nos ports, il n'y a plus ou il n'y aura plus, ce sera très rare, de développement de ports ex nihilo. Il n'y en a quasiment plus. Le dernier ou l'un des derniers en Bretagne, en Finistère, le territoire que je connais le mieux, c'est Roscoff. Bon. Il y a eu des projets qui ont été initiés, qui n'ont pas abouti, Plouganou, qui est juste à proximité par exemple, mais vous avez aujourd'hui peu de projets, très peu de projets, et lorsque l'on regarde ce qu'est la mission France 2030, relancée par le ministère, l'appel à projet, travaille sur les questions de transition environnementale, énergétique, protection de la biodiversité, reconquête de la qualité de l'eau. Dans le premier appel à projet qui a été reçu au moment du Salon nautique, pas un seul projet de création de port, pas un seul. Donc on est bien dans les mutations de ports existants avec les enjeux que je viens d'évoquer. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la situation où vous auriez des porteurs de projets qui voudraient créer un port ex nihilo, que ce soit d'ailleurs en lien direct avec le continent
et la terre, ou en mer, c'est très très rare. Enfin, ça n'existe quasiment plus. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est évidemment d'avoir une approche confortée de gestion, de meilleure gestion pour répondre aux sollicitations des plaisanciers, avec des évolutions sociétales qui sont particulièrement importantes, il faut aussi prendre en compte. Évidemment que l'on voit arriver aujourd'hui des attentes de plaisanciers qui ont aussi évolué. La taille des bateaux, tous ces sujets-là, je n'y reviens pas. Et il y a un enjeu qui est majeur, si on veut appréhender évidemment la préservation de nos milieux, c'est comment les gestionnaires portuaires appréhendent la problématique du foncier. La problématique du foncier est un enjeu fondamental pour le développement des ports de plaisance. Si nous ne voulons pas créer des ports ex nihilo, quand bien même nous avons des listes d'attente qui sont très très importantes, j'y reviendrai. La semaine dernière, j'étais à Arcachon. 34 ans de liste d'attente. Vous avez des ports dans le golfe du Morbihan, 40 ans de liste d'attente. Moi, je dis, c'est comme le livret A, quoi. On vous offre quand vous naissez, on vous offre voilà, la liste d'attente de votre port et un jour, vous pourrez peut-être espérer naviguer. Enfin, ce n'est pas acceptable d'une certaine manière. La liberté de naviguer, la mer est un espace de liberté. Dire à quelqu'un qu'il va falloir qu'il attende 40 ans pour pouvoir le faire. Bon, aujourd'hui, la moyenne, c'est plutôt 12-15 ans, mais c'est déjà beaucoup. Donc évidemment que pour nous, l'enjeu majeur, c'est la gestion dynamique de nos places de port. Et que ça recouvre la possibilité que nous ayons à disponibilité ou en proximité du foncier portuaire. Et donc c'est toute la problématique évidemment des places à flot et des ports à sec. Avec tous les enjeux que cela suppose aussi, évidemment, de protection des milieux, de protection environnementale. Donc, un port de plaisance aujourd'hui, ce n'est pas qu'un bassin à flot qu'il faudrait protéger, c'est évidemment toute la chaîne, tout l'écosystème qu'il faut regarder. Le deuxième élément, et vous l'avez bien en tête, c'est évidemment la démarche port propre. Bon, la démarche port propre, elle est connue aujourd'hui, elle est développée. Vous en avez une centaine en France qui sont certifiés. Vous en avez 19 en Bretagne. Vous avez même des ports propres dits actifs en biodiversité. Donc c'est une démarche qui est encore plus approfondie. Ça recouvre évidemment des enjeux de formation, donc nous y travaillons. Ça recouvre évidemment des enjeux de déploiement. Mais sachez par exemple que cette approche de reconquête de la qualité de l'eau ou de préservation des milieux et donc d'être très, très attentif à la pratique de nos plaisanciers, elle est née dans des ports de plaisance bretons en 1984. Donc, enfin, on est 40 ans plus tard. Et donc, ça veut dire que les plaisanciers et les gestionnaires portuaires n'ont pas attendu d'une certaine manière. Je dis, beaucoup d'efforts restent à faire, mais en tous les cas, dans les enjeux et dans les préoccupations, évidemment, et vous l'avez dit, Monsieur Pelletier, les gens qui naviguent sont des amoureux de la mer. Donc, ils sont en général, en tous les cas, normalement, attentifs à sa préservation. Et donc, cette démarche, elle est née en 1984. Elle a été structurée ensuite en Languedoc-Roussillon, développée en PACA et vous aurez tout à l'heure le témoignage de Véronique Tourelle, qui est la déléguée générale de PACA, qui est l'Union régionale des ports de plaisance du sud de la France, avec une norme AFNOR en 2010. Et sachez qu'aujourd'hui, on travaille à la norme ISO. On travaille à la norme ISO. Tout simplement parce que c'est une norme internationale, parce que c'est une norme de reconnaissance internationale, que la mer est un espace de liberté, que nous pouvons donc recevoir des plaisanciers du monde entier, mais ça recouvre surtout, à mon sens, la possibilité de convaincre les praticiens, mais les non-praticiens, qu'on est bien, quand on est dans un port de plaisance, dans un espace de préservation ou de reconquête de l'eau, de la biodiversité, et que des efforts sont consentis par les professionnels, et évidemment qu'une norme ISO est une norme qui est reconnue absolument. Quand je me déplace dans les ports aujourd'hui, on me dit, vous voyez, il y a le pavillon bleu, mais le pavillon bleu n'est pas suffisant, et je ne vais pas critiquer évidemment les pavillons bleus, il faut que celles et ceux qui s'y sont engagés ou celles et ceux qui voudraient s'y engager le fassent, mais pour nos ports, le référentiel de qualité, c'est port propre. Et ce n'est pas le pavillon bleu, qui n'est pas un référentiel suffisant. Et donc, il faut qu'on continue à travailler au déploiement de port propre avec cet objectif que nous sommes donnés dans les 2-3 ans d'avoir une norme ISO internationale. Donc,
C'est très ambitieux, évidemment. La démarche port propre, donc, ça concerne surtout les gestionnaires portuaires. Il y a donc une démarche aussi à engager auprès de nos usagers, donc auprès de nos plaisanciers. Donc évidemment qu'il y a de travaux à faire pour que nos plaisanciers soient très respectueux dans l'espace portuaire, mais aussi quand ils sont en mer. Et vous avez évoqué, M. Pelletier, tout à l'heure, les travaux de l'Association des ports de plaisance de Bretagne. Vous avez dit que tout commençait en Bretagne, et je rajouterais d'une certaine manière en Finistère, puisque c'est le nom de la marque territoriale, tout commence en Finistère. Vous avez évoqué effectivement le travail que mène l'Association des ports de plaisance de Bretagne avec le parc marin d'Iroise. Et évidemment que là, on a la rencontre à la fois d'une préoccupation qui est celle du parc marin d'Iroise, qui a quand même été une belle initiative de Pierre Maille à l'époque, vraiment. Je dirais qu'on a eu là un homme politique clairvoyant, si je puis me permettre. Et il y a eu beaucoup de travail fait depuis pour rencontrer cette réalité. À la fois, et c'est ce que je disais, ne pas en faire un sanctuaire, il y a des activités humaines, mais la protection des milieux, la protection de la biodiversité, c'est quelque chose de très très important. Donc évidemment que ce travail que nous faisons pour sensibiliser les usagers est particulièrement important. Et vous avez évoqué l'application d'Avenco tout à l'heure. Vous avez dit qu'elle devait se déployer en Bretagne. Évidemment que la Fédération française des ports de plaisance est à votre disposition. Je vous disais tout à l'heure que j'étais à Arcachon la semaine dernière et vous évoquiez les zones de mouillage et donc la nécessaire protection de nos milieux. Il y a évidemment l'espace portuaire, mais on sait aussi qu'il y a des zones de mouillage en dehors de l'espace portuaire. Et je dirais que les milieux sensibles, ils sont surtout là finalement. Et les mots sont souvent évocateurs. Le mot que nous utilisions et qui existe toujours, on parlait de mouillage forain à une époque. On parle toujours de mouillage forain. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas organisé. Et que si nous voulons protéger le milieu et avoir une action humaine qui permette la protection de ce milieu, il faut l'organiser. Et donc, il faut organiser les zones de mouillage. Et ça, c'est particulièrement important, évidemment, et ça veut dire qu'il faut que ce soit géré par l'homme avec des moyens dédiés et des techniques dédiées. Et si je vous parle d'Arcachon, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer donc, une entreprise, alors je ne fais pas la publicité pour cette entreprise, mais ETM Marine, qui vient de développer des mouillages, des corps morts écologiques, et qui sont en train de les déployer à la sortie du port d'Arcachon. Et on a là la première en densité, première densité, 280 mouillages qui vont être testés à compter d'avril, qui sont des mouillages dits écologiques avec, je dirais, une nouvelle technique qui est choisie et qui va être testée. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est extrêmement évidemment important pour que nous puissions à la fois préserver l'activité humaine tout en préservant le milieu. C'est une société aussi qui développe des balises intelligentes et des mouillages intelligents. Donc, on a évidemment les enjeux de transition numérique. Et aujourd'hui, en Outre-mer, vous avez aujourd'hui des balises intelligentes et qui dit qui vient se mettre au mouillage. Et donc, ça peut permettre à la fois, on a un sujet de tarification évidemment, mais c'est un peu vénal ça, cette affaire. Mais il n'en demeure pas moins qu'en termes de protection de milieu, vous savez qui vient mouiller. Et en termes de responsabilité, c'est quand même important. Donc, ce sont des enjeux d'innovation technologique qui sont particulièrement importantes pour que nous puissions évidemment avoir tout cela en tête. Si je dis cela, c'est qu'il y a un enjeu de connaissance. J'évoquais tout à l'heure l'enquête de la FID, mais il y a des enjeux de connaissance sur les pratiques nautiques et de plaisance. Parce que, je disais en introduction, la plaisance a beaucoup évolué. Les pratiques nautiques se sont... voilà, il y a eu des mutations aussi. Alors, on dit en France souvent, les évolutions de pratiques ou les innovations, c'est à la montagne et à la mer. Et vous avez des sports qui sont tout à fait naissants, ou des pratiques nautiques qui sont tout à fait naissantes. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il ne faudrait pas mettre tout le monde d'une certaine manière dans le même panier, si je peux me permettre cette expression un peu triviale, et avoir une parfaite connaissance de l'ensemble des activités humaines et de loisirs et sportives pour bien segmenter ensuite les problématiques et les décisions que nous avons à prendre ensemble. Parce que entre quelqu'un qui fait de la plaisance de loisirs légères et quelqu'un qui va faire du jet ski, je suis désolé, ce n'est pas tout à fait la même pratique de la mer
Évidemment qu'on voit apparaître aujourd'hui du kite, du jet ski, on voit apparaître des pratiques de foil. Donc on voit bien qu'il y a des innovations, mais qui donnent lieu à des pratiques différenciées. Et évidemment que ces pratiques différenciées, il nous faut les segmenter pour mieux comprendre quel peut être l'impact sur, évidemment, le milieu. Et c'est une responsabilité que nous avons, alors Fédération française de port de plaisance, mais aussi, et je pense qu'il y a des acteurs qui sont ici présents, Fédération française de voile, Fédération française des sports de loisirs, pour que nous puissions appréhender toutes ces réalités. Et puis on peut aller au-delà, mais là je crois qu'aujourd'hui c'est reconnu, évidemment, quand on parle de la plongée, on a des femmes et des hommes qui sont plutôt protecteurs du milieu, qui sont d'ailleurs, je dirais, des vigiles aujourd'hui. Et moi, j'ai eu la chance, il y a pas, bon, cet été, d'aller passer quelques jours à Ouessant, et j'ai eu la chance de pouvoir passer un peu de temps avec les plongeurs de Ouessant. J'ai passé une heure et demie très agréable avec eux, où ils m'ont montré toutes les photos qu'ils ont fait lors de leur plongée. Ce sont des passionnés de la biodiversité, du milieu marin et de sa protection. Donc aujourd'hui, on a des activités humaines qui sont très en lien avec la protection des milieux, et donc il faut évidemment regarder tout cela. Ensuite, évidemment, sur les enjeux à venir, sensibiliser le grand public. J'ai un peu évoqué cela, parce que quand je vous dis que les ports de plaisance, il n'y a pas que des plaisanciers et qu'il y a plus de non-plaisanciers que de plaisanciers, et donc il y a des démarches de médiation à faire pour que l'espace portuaire soit aussi un espace de connaissance, de médiation, et que nous puissions ensemble, je dirais, interpeller nos concitoyens sur la fragilité du milieu et donc la manière dont on doit le préserver, et donc l'impact de l'activité humaine. Et quand je disais tout à l'heure qu'un port, c'est souvent un lieu à l'échelle d'un bassin versant, il faut dire tout simplement à la personne qui vient déambuler sur l'espace public à proximité du port, qu'il a un rôle citoyen à jouer, puisqu'il est citoyen de ce bassin versant, il est habitant de ce bassin versant, et donc il faut aussi évidemment le sensibiliser, je dirais, à la protection du milieu naturel, de l'eau, bien en amont, je dirais, des ports, et c'est quelque chose de très très important. Donc les politiques publiques doivent évidemment intégrer tous ces enjeux, et l'initiative que vous prenez aujourd'hui, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que vous avez la chance, j'ai regardé la liste des présents, alors on ne peut pas être ensemble physiquement, mais la liste des présents, elle est quand même, alors peut-être qu'on est un peu moins nombreux du coup parce qu'il y a cette visio, mais la liste des personnes présentes, là vous avez tous les acteurs possibles, vous êtes tous là. Donc évidemment que ça nous met en situation d'être ensemble et donc de pouvoir travailler ensemble et donc de pouvoir développer des politiques communes. Sachez que la Fédération française des ports de plaisance a contribué il y a quelques jours par une contribution écrite qui est la première de cette nature à la stratégie nationale mer et littoral. Donc elle est à votre disposition. Vous savez que la stratégie nationale mer et littoral est en cours de discussion, qu'elle a été confiée donc à Madame Panonac, que nous avons transmis une contribution, elle est à votre disposition et elle vous dira tout le soin qui est le nôtre de la Fédération française des ports de plaisance d'être particulièrement attentif aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc nous avons dit un certain nombre de choses évidemment sur les sujets de préoccupation que nous avons, et donc Guillaume Nardin, qui est peut-être là avec nous, ou les collègues des unions régionales pourront vous transmettre cette contribution de la Fédération française à la stratégie nationale des mers littorales. C'est une contribution, je vous le dis, territorialisée. En tous les cas, elle a été faite avec les unions régionales, puisque c'est la manière dont j'entrevois aujourd'hui le fonctionnement de notre Fédération des ports de plaisance. C'est le socle sur lequel nous allons pouvoir travailler, nous, à échelle territoriale, puisqu'on travaille à l'échelle de façade maritime. Donc, on est tous dans des instances de gouvernance à échelle de façade maritime. Et donc, cette contribution, je l'espère, va être utile pour que nous puissions entrevoir à la fois la protection des milieux et l'activité humaine. Et je vous le redis parce qu'au dernier salon nautique, il y avait quelques inquiétudes en la matière, évidemment. Les plaisanciers sont venus me voir, m'ont dit mais il ne faut absolument pas que les zones de protection fortes se conjuguent avec le fait que l'homme ne pourrait plus naviguer. Nous considérons que c'est possible et que la mer doit rester un espace de liberté. Un espace de liberté, mais avec un homme qui soit, ou une femme,
qui soit respectueux tout simplement de son environnement. Et il en va, je dirais, de la pérennité de nos activités humaines dans nos ports et en mer. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais je souhaitais vous dire quelques mots sur ce qu'est la Fédération française, quelles sont nos préoccupations, quelles sont nos contributions en ce moment sur tous ces sujets et comment nous voulons sensibiliser les acteurs publics nationaux qui ont des décisions à prendre, d'où les rencontres que j'ai pu initier dès ma prise de fonction avec le nouveau secrétaire général à la mer et évidemment le ministre. En tous les cas, merci de votre attention. Un très grand merci, Monsieur Carnès, pour nous avoir livré votre vision et pour votre engagement et la prise en compte des spécificités des différentes façades maritimes. Je vais maintenant laisser la parole à Christophe Ballet de l'Université de Bretagne Sud. Oui, bonjour à tous, merci. Je suis professeur à l'Université de Bretagne Sud, je suis chargé de mission nautisme et course au large à l'UBS et nous sommes très heureux de ce partenariat. Nous sommes évidemment très intéressés par l'ensemble de ces thèmes, les thèmes abordés aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs, ça à plusieurs regards, hein. Je vais faire très rapide. D'abord, personnellement, moi je suis un chercheur et je travaille depuis plus de 30 ans sur des matériaux à moindre impact sur l'environnement pour inventer des navires un petit peu différents. Mais je vois autour de moi beaucoup de travaux de recherche sur la biodiversité portuaire, sur le tourisme, sur l'aménagement, les anti-fouling, la géologie, tout ça est en relation avec ces activités. Je suis aussi, depuis plus de 15 ans, responsable d'une licence pro nautisme et métiers de la plaisance. Alors, à l'UBS, nous avons intégré toutes ces notions d'éco-navigation dès la mise en place de cette formation. Au passage, d'après les informations du ministère, hein, il y aura à la rentrée 2023-2024 une seule licence professionnelle nautisme et métiers de la plaisance en France, celle de Lorient. C'est pas une très très bonne nouvelle, ça montre que ce secteur, c'est-à-dire 24 étudiants, hein, voilà, à un niveau bac+3. Alors au quotidien, on a la chance d'être en contact avec une jeunesse qui est formidable. Moi, j'ai énormément de chance d'avoir ce contact des jeunes qui ont 20 ans et qui, chaque année, on les renouvelle, donc on n'a pas l'impression de voir le temps passer. Qu'est-ce qu'ils me disent de compte fait? Ils me disent de leur passion pour le monde maritime, mais ils me disent aussi qu'ils sont assez anxieux pour l'avenir, voire très anxieux pour certains. Et puis, ils expriment le désir de naviguer dans un milieu maritime demain, où les écosystèmes et plus généralement le vivant seraient préservés. Alors, j'insiste un petit peu là-dessus. J'ai des travaux de recherche sur les écosystèmes dans les grands fonds marins. Et l'état de nos connaissances est tellement faible que je ne comprends pas le comportement de nos sociétés qui consiste à les massacrer avant de les connaître. On connaît à peu près 2% des écosystèmes marins. Si je recule un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe sur le territoire aujourd'hui, ou hier et demain? Alors, si je m'intéresse simplement aux échanges, il y a ceux d'aujourd'hui, mais hier, il y avait tout un colloque à Lorient sur les filets de pêche biodégradables, hein, donc, ça rejoint tout ce qui est protection. Et demain, il y a, avec la vague, en collaboration avec la vague et Audelor, une manifestation sur la course au large, un sport magnifique qui doit absolument changer, qui doit prendre un virage écologique. Mais comment? Pour simplifier un peu les choses, entre 2010 et 2020, les impacts équivalents CO2 d'un IMOCA ont doublé. Donc on a plus de 600 tonnes de CO2 émis d'après l'étude Eleven-Hour. En réalité, c'est 10 fois plus, hein, évidemment. On est en train de se raconter des histoires. Je vous donnerai le lien de connexion sur cette manifestation. Et la recherche de performance à tout prix est tout à fait questionnable, hein, la notion de performance qui doit être complètement revisitée. Et ça veut dire un changement de paradigme, mais c'est aussi vrai sur les activités de plaisance. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon temps d'échange. Je regrette évidemment l'absence d'une manifestation en présentiel. Bonne journée, au revoir. Stéphanie, je suis pas sûr que tu aies ton micro. Oui, on ne t'a pas entendu. Ah, excusez-moi. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ballet, pour votre mot d'accueil. Et pour le dernier mot d'accueil, on va donner la parole à Lionel Torres de l'Université de Montpellier, directeur de Polytech. Oui, bonjour. Ben, écoutez, tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous pour lancer cette très très belle journée.
Alors, je vais être assez rapide dans mes propos parce que je crois que les enjeux ont été largement rappelés. Et puis, je me joins aussi à tout ce qui est nécessaire aujourd'hui de faire et de mettre en œuvre pour protéger ces environnements, pour que les milieux marins soient effectivement des espaces de liberté, mais tout en ayant conscience de l'impact que nous, humains, on peut amener effectivement sur ces environnements. Alors peut-être un mot pour préciser pourquoi Polytech Montpellier est présent. Alors c'est pas qu'uniquement Polytech Montpellier, je voudrais aussi associer très largement aussi la faculté des sciences donc de l'université de Montpellier, puisqu'on travaille effectivement en main dans la main sur sur ce sujet-là autour de la formation, donc formation de nos élèves ingénieurs, formation donc dans le cadre de nos masters, et notamment on a mis en place un groupe de travail autour qu'on a appelé autour de l'économie de la mer, et je remercie largement Vincent Lapente et Loïc Daridon qui pilotent ce petit groupe de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de sujets que l'on aborde et qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue de l'ingénierie. Et donc, c'est aussi des sujets en termes de création et d'innovation qui sont quand même relativement illimités. Voilà. Euh, je pense que vous allez avoir du bruit parce qu'il y a une scie circulaire qui s'est mise en route en même temps. Alors, attendez, je vais juste fermer la fenêtre. Ce qui peut nous permettre de passer la diapositive suivante. Navré pour cette interruption, mais comme la fenêtre était ouverte et qu'il coupe des barres de métal juste en dessous, ça fait un petit peu de bruit. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'on avait mis en place donc ce groupe de travail. C'est quand même des sujets autour donc de tout ce qui est, on va dire, économie de la mer, qui sont très riches, avec aussi un enjeu de transition écologique qui est extrêmement fort. On a plusieurs activités, hein, donc, notamment en termes de formation, en termes d'innovation, de recherche autour de la robotique sous-marine, de l'analyse de la biodiversité en mer, de l'analyse des qualités des eaux portuaires. On l'a rappelé, on a un partenariat notamment avec Port Camargue, bien entendu avec d'autres ports aussi, le port de Sète. Il se trouve que le président du conseil de Polytech est également président donc, du port de Sète, donc M. Philippe Malagola. On a aussi un certain nombre de travaux sur l'analyse des matériaux pour la construction de voiliers, pour éviter la pollution, entre guillemets, sur les zones portuaires. On a également des travaux concernant la modélisation et la simulation numérique, notamment en mécanique. Peut-être notre collègue Loïc Daridon, je ne sais plus s'il intervient dans la journée, mais me présentera peut-être, ou vous pourrez discuter avec lui sur un projet CPER, contrat plan État-région, que l'on a sur la simulation numérique de bateaux, dans lequel aussi nos étudiants pourraient être et seront impliqués. Et donc, vous voyez que tous ces projets allient en fait de l'innovation, de l'ingénierie, de la recherche, avec comme objectif de limiter aussi l'impact de nos usages d'une manière générale. Donc, je pense que l'éco-navigation, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, d'abord permet d'avoir une richesse interdisciplinaire forte. C'est un véritable terreau de créativité. Et je pense que, on va le rappeler une nouvelle fois, hein, il faut prendre en compte, entre guillemets, et d'une manière très forte, la compréhension et les limitations de nos impacts sur l'environnement. Ça devient plus qu'essentiel. Donc, je pense que ces journées sont des lieux vraiment exceptionnels pour exprimer cette créativité. Elle sera, je pense, très riche. Et je pense que vous aurez l'occasion aussi de discuter de ce lien entre transition écologique, transition numérique, transition sociétale et puis, bien entendu, modèle économique. Puisque derrière ça aussi, c'est des évolutions de modèle économique au niveau donc de ces zones portuaires. Donc moi, je vous souhaite tout simplement une très très bonne journée. Encore un grand merci aux organisateurs. Je regrette également que ça puisse pas se faire en présentiel parce que j'aurais eu l'occasion de vous rencontrer. Et puis voilà, encore un grand merci à mes deux collègues, donc Vincent Lapente et Loïc Daridon, qui œuvrent pour pouvoir mener ce type de projet sur le site de Montpellier. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Un grand merci pour ces différents mots d'introduction. Je pense que vous avez vraiment bien posé le contexte et les enjeux de collaboration des différents organismes qui sont autour de la table. Donc un grand merci à vous quatre. Je vais maintenant donner la parole à Rachel Moreau qui va nous présenter le programme de la journée.
Oui, bonjour, merci à tous. Un grand merci d'être là, intervenants et participants. Un grand merci donc aux participants et avec qui on a préparé les différentes interventions, les différentes tables rondes. On avait souhaité donc ces rencontres à la fois sur la façade atlantique et méditerranéenne, et on était très content de voir que le nombre d'inscriptions était presque égal sur chacune des façades. Donc ça, c'est une des volontés du programme, de vraiment pouvoir s'ouvrir à la façade méditerranéenne, et on va continuer de travailler dans ce sens. Donc c'est moi qui vais passer les slides des intervenants. N'hésitez pas à juste me faire signe, si vous voulez, d'un petit signe de la main, ou me dire de passer à la slide suivante. On va essayer de faire attention aux horaires parce que sinon, la journée peut facilement s'alourdir dès qu'il y a un petit peu de retard qui est pris, et puis ça limite beaucoup les échanges. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter de l'éco-navigation qui reprend l'actualité du programme et qui fait un petit peu une veille sur tous les projets en cours. Chaque année, donc, on se retrouve pour des rencontres interprofessionnelles avec des communautés de la filière nautique. L'année prochaine, ce sera avec les associations et les clubs de pratiquants. On se retrouve aussi pour des webinaires de formation durant l'année avec l'UBS. Et pour suivre tout le programme, vous pouvez vous connecter donc sur le LinkedIn du programme Éco-naviguer dans une aire marine protégée. Vous pouvez aussi revoir toutes les réunions et toutes les interventions des uns et des autres sur la chaîne YouTube du programme. Voilà, donc pour nous suivre, on est désolé de ne pas avoir pu donc tenir le forum. On avait prévu un forum des entreprises accolé aux rencontres à Lorient. Bon, on se rattrapera l'année prochaine. Donc nous avons une première table ronde autour de laquelle nous allons parler donc des initiatives portuaires environnementales. On va faire un état des lieux donc avec Véronique Tourelle. On va parler un petit peu de collaboration AMP et port de plaisance dans ce cadre-là. Et puis, nous découvrirons un des dispositifs de l'OFB qui pourrait être utile en ce sens. On n'aura pas l'intervention sur l'agent portuaire responsable passeur de valeur, malheureusement. Donc, William Villain est excusé. Et juste une petite question, est-ce que Noé Deschanel est connecté? Parce que Oui, il est connecté. Pas dans la liste, d'accord. Donc, ok, merci. Donc après une petite pause, nous aurons une deuxième table ronde. Donc on va prendre un petit peu de distance par rapport à la thématique purement portuaire et voir un petit peu ce qui se passe autour du port. On a parlé de nouveaux défis, de nouvelles tendances, de nouveaux pratiquants. Donc David Contet va nous exposer cela. Et puis on va voir un petit peu des bonnes pratiques d'activités qui démarrent au départ du port. On va voir des innovations en termes de propulsion pour limiter les impacts. On va voir aussi une intervention qui va nous parler du zonage des activités, qui est très important dans la régulation des activités nautiques. Après déjeuner, donc, on se retrouvera pour une troisième table ronde. On va revenir dans le port, on va revenir sur l'installation portuaire à proprement dit, sur les installations de collecte, de carénage et d'autres services qui sont offerts par les ports de plaisance pour voir un petit peu quel est l'état de l'art en la matière. Et puis, nous essaierons aussi de voir ce qui se fait en termes de développement portuaire par rapport aux enjeux climatiques auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Après la pause de l'après-midi, nous allons tirer quelques bords et quitter le port pour nous retrouver au mouillage. Marion Brichet de la DIR Méditerranée va nous parler un petit peu de la stratégie mouillage. Et puis ensuite, nous aurons deux mini-tables rondes dans cette table ronde. Une première qui parlera de la sensibilisation. Et on verra qu'en termes de sensibilisation, les méthodes évoluent. Et puis que le port, en fait, est aussi un lieu de sensibilisation
pour la protection du mouillage. Enfin, on fera une petite table ronde aussi pour évoquer les évolutions en termes de mouillage moins impactant et éco-innovant sur différentes façades et dans différents parcs nationaux marins. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée, pleine d'échanges, riche. Merci encore d'être tous là.